et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du département, à Quimperlé. Nous allons vous en faire découvrir les ruelles et les monuments. Mais avant, on jette un coup d'œil sur l'actualité régionale. La culture a résisté, c'est le message transmis par la direction du Festival interceltique de Lorient à l'occasion d'un premier bilan. Le rideau est tombé ce dimanche sur la 46e édition qui enregistre 700 000 visiteurs. Malgré une baisse d'environ 50 000 personnes par rapport à l'édition précédente, la billetterie 2016 s'annonce comme étant la deuxième de l'histoire du fil. Je crois qu'on a fait un grand cru. Cette année, c'est 700 000 et nous nous réjouissons parce qu'en plus, les chiffres sont très bons en taux de remplissage, sont très bons en billetterie. On dépasse les prévisionnels, largement. Et 50 000 badges vendus déjà. Donc, véritablement, nous sommes dans le même nombre de badges que l'année dernière. Ça démontre aussi qu'ils s'installent, qu'il est déjà acquis. Beaucoup de populations jeunes qui le portent et qui en profitent du bénéfice, surtout en soirée. Et aussi, spectacle complet. Durant 10 jours et 10 nuits, le centre-ville de Lorient a vécu au rythme celte. Une édition sous haute surveillance, il a même été question de déplacer le fil pour assurer la sécurité. Pas question de céder à la peur pour les organisateurs. L'ADN du festival, c'est le cœur de ville. Ce festival de cœur de ville, qu'est le festival interceltique, va rester au cœur de la ville. Ça, c'est notre ADN. Il n'est pas question d'en changer. Et d'ailleurs, je pense que d'avoir travaillé beaucoup avec les différentes instances, que ce soit la ville, que ce soit la préfecture ou la sous-préfecture de Lorient, ça a aussi fait connaître mieux notre projet par ces institutions. Et le fait que nous ayons été en capacité de faire face à ce rehaussement de la sécurité, ça prouve que notre festival il est bien là où il est. L'année prochaine, l'Écosse succédera à l'Australie au rang d'invité d'honneur. Rendez-vous est donc pris en terres interceltiques pour de nouvelles découvertes du 4 au 13 août 2017. Deux festivals le week-end du 15 août, deux ambiances différentes. Alors le public était-il au rendez-vous dans un contexte économique et sécuritaire plus compliqué que les autres années ? À Concarneau, depuis plus d'un siècle, le moment fort du festival des filets bleus, c'est la grande parade. Ce dimanche, 2000 personnes ont défilé en costume. Le long du parcours, plusieurs milliers de festivaliers ont assisté aux 3 heures de spectacle. Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival ? Porter un costume breton, une coiffe. Ça montre que la culture bretonne a encore de l'avenir. À côté de la culture bretonne, le festival s'est diversifié pour se renouveler. D'autres cultures sont invitées. Et ça semble fonctionner, le public ne se lasse pas. Près de 70 000 personnes sur 4 jours. Étant donné le contexte actuel, la sécurité est drastique. Et on a été aidé par la préfecture, la police, les gendarmes, l'armée qui est présente ce soir. Et puis on a embauché un peu plus de vigiles. Et hier soir, il y avait quand même 12 000 personnes. Il y a eu un filtrage et puis tout le monde nous a dit bravo parce qu'ils se sentaient rassurés. 450 000 € sont nécessaires au bon fonctionnement du festival. Et un autre festival demande un autre budget. À la fête du bruit de Landerneau, les festivaliers viennent pour Une bonne programmation. Très bonne programmation. Ouais, très bonne programmation. Il y en a pour tout le monde, quoi. Il y a quand même des groupes super sympas, j'ai regardé la prog et puis c'est quand même énorme, quoi. Ici, plus d'1 million d'euros est dévolu aux artistes. La 8e édition du festival a accueilli les énergiques No One is Innocent, Dubbing et son reggae ensoleillé, ou encore Iggy Pop. Nous, d'avoir Iggy Pop sur un festival comme Fête du Bruit, je crois que c'est un peu la consécration, c'est la preuve en effet que c'est un festival crédible et qu'on est en capacité désormais de convaincre ce genre d'artistes international de venir ici à Landerneau faire le bruit, faire du bruit, faire beaucoup de bruit. En 8 ans, le festival a su s'imposer comme une scène de référence dans l'Ouest. À cette édition, 52 000 personnes ont assisté au concert. C'est 5 fois plus que lors de la première édition en 2009. Les festivaliers étaient donc très nombreux ce week-end. Ils ont pu profiter sous un soleil éclatant. Jonglage, figures aériennes, magie ou équilibre, c'est l'école de cirque. L'association Loisirs Temps Libre propose aux enfants de plus de 3 ans de découvrir et pratiquer les arts du cirque à Nivillac tout l'été. Les centres de loisirs, camps de vacances, mais aussi particuliers, peuvent profiter d'une séance découverte d'1h30 ou d'un mini-stage à la semaine avec un large panel d'activités. La jonglerie avec des balles, des foulards,
des anneaux, des massues, des assiettes chinoises, des diabolos, des bâtons du diable. On fait de l'atelier de l'équilibre aussi et on fait aussi les aériens, la corde, le cercle et le trapèze. Ils sont ravis. Il n'y a pas d'autre mot, pour eux c'est le rêve. Bon, ce qui a le plus de succès, j'avoue, c'est les aériens. Le cercle, le trapèze, c'est le rêve de tous les enfants. Une fois que les artistes ont trouvé leur activité favorite, place au spectacle. À la fin de la semaine, les enfants se produisent sous chapiteau, devant leurs parents, familles et amis, comme de vrais professionnels. J'ai choisi de faire le cerceau avec une de mes copines, et puis clown et poutre. J'aime bien, on s'amuse et tout ça, et puis il y a des difficultés, donc c'est bien d'apprendre et tout ça. Les séjours et séances sont possibles jusqu'à fin août. Comptez 10 € pour la séance découverte et 43 € pour la semaine. Nous sommes de retour à Quimperlé et pour découvrir les secrets cachés de cette ville médiévale, nous sommes en compagnie de Cécile Berthelot. Bonjour. Bonjour Camille. Vous êtes guide conférencière depuis plus de 10 ans dans cette ville et vous proposez de faire découvrir les monuments historiques qui se cachent ici. Alors justement, on est dans le cloître de l'abbaye Sainte-Croix. Elle date du XIe siècle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette abbaye ? Alors, comme vous l'avez dit, donc on a plusieurs monuments à Quimperlé à visiter, mais effectivement, notre chef-d'œuvre, c'est l'abbatiale Sainte-Croix. On a la chance d'avoir conservé à Quimperlé donc une abbaye du XIe siècle, ce qui est assez exceptionnel, mais ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est qu'on a affaire à un art majeur. On est dans l'expérimentation technique et on a affaire aux meilleurs architectes de cette époque-là, et on a donc un chef-d'œuvre architectural sous les yeux. Et la première particularité de cette abbatiale, elle se voit tout de suite. Si le caméraman prend un peu de recul, mais vous avez bien vu, c'est le plan centré de cette église. On a une église qui est ronde, ce qui est assez rare donc, et qui est rarement voire absent de la région ouest. Et donc on a affaire vraiment à un essai technique et un choix délibéré aussi de ce commanditaire qui est bien connu donc, des Finistériens, mais particulièrement des Cornouaillais, qui est Alain Cagnard, le comte de Cornouailles. Est-ce que cette abbaye, elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle date du XIe siècle ? Le XIe siècle est connu pour justement une période de construction d'églises, puisque, alors je ne tombe pas dans des thèses millénaristes, mais on vient de passer l'an 1000. Et donc pour des chrétiens, passer l'an 1000, c'est déjà une période donc, de renouveau religieux et surtout de grande ferveur religieuse. Est-ce que c'est étonnant d'avoir une abbaye aussi grande dans une ville qui n'était pas très très importante à l'époque ? Alors, à ces époques-là, souvent, les abbayes vont être installées dans des lieux déserts. Et c'est le cas à Quimperlé. Pourquoi c'est installé dans des lieux déserts ? Alors, entre autres parce que la population a fui nos territoires. Tous les littoraux ont été ravagés par les Vikings. Quimperlé, malheureusement, n'a pas échappé à ces exactions. En 878, Quimperlé est ravagé aussi. Donc, il faut petit à petit ramener la population dans ces territoires. Donc, on construit des grandes églises et des grandes abbayes. Qui sera le centre névralgique et autour duquel va se développer la civilisation. Et on sait très bien aussi à ces époques-là, des époques très pieuses, que si l'on ramène aussi des reliques, si on a une église de pèlerinage, petit à petit la population va s'installer aussi et ça va développer tout un tas d'activités. Alors cette église ronde, ce qui est exceptionnel, vous nous le disiez, vous la faites visiter. Est-ce qu'on peut aussi accéder à ce cloître ? Comment vous conduisez en fait les visiteurs dans cette visite de l'abbaye ? Alors, le cloître est donc une partie malheureusement pas encore ouverte au public. C'est un espace privé puisque ce sont les gendarmes qui occupent cet espace. En revanche, évidemment que dans le cadre des visites guidées, on peut visiter ce magnifique cloître. Le cloître du XVIIe siècle, on va remettre les choses en place. Donc on a une abbatiale du XIe, mais ce cloître est du XVIIe. Et on le visite donc avec moi pendant la visite guidée de la ville hebdomadaire, mais nous avons aussi la chance d'avoir toute la semaine à l'intérieur de l'église donc de jeunes guides et étudiants qui sont placés par une association bretonne que moi j'apprécie quand même, qui est la SPREV. Vous faites visiter des monuments historiques, mais aussi des espaces naturels. Tout de suite, on va se rendre sur les rives de l'Élé. Nous sommes juste à côté du pont Fleuri, dans un environnement où la nature reprend ses droits. Et justement, vous proposez des balades nature.
Oui, c'est vrai. Donc le mardi après-midi, donc à 15h30, et dans un site tout à fait exceptionnel qui est le site des Roches du Diable. Donc il se trouve à 15 km au bout de cette rivière, puisque là nous avons à nos côtés la rivière Ailée. Et donc, c'est bien l'Ailée qui nourrit donc ces gorges et ces sites chaotiques. Ces balades, elles s'adressent à quel public ? Alors c'est un public plutôt familial, puisque on aborde la faune, la flore. Je raconte évidemment l'histoire de cette rivière assez exceptionnelle, qui a la chance d'être classée et protégée par Natura 2000 et classée par WWF, puisque nous avons une rivière saumonneuse. Donc, et voilà, historiquement, c'était un site aussi qui rappelle des histoires aux anciens, parce que c'était la plage du Pauvre. Effectivement, on appelait ça la plage le pouldu du Pauvre. Pour les gens qui environnent, des gens du Fawet ou les gens de Locunolé, Guilly-Gomard, qui allaient tout simplement se baigner là-bas. Et donc il y a des grands-parents qui ont envie de faire découvrir cet endroit à leurs petits-enfants. Voilà, donc c'est vrai que dans mon public, je retrouve pas mal de personnes d'un certain âge qui viennent avec leurs petits-enfants pour faire découvrir ce site et avoir un petit commentaire tout simplement. Mais c'est surtout un site magique et très ressourçant. Donc les balades nature, c'est le mardi à 15h30. La visite de l'abbaye, c'est le jeudi. Alors de la ville, pas que de l'abbatiale, puisque je fais le tour de nos ruelles avec des maisons en pan de bois aussi. On a encore quelques vestiges aussi de très belles maisons en pan de bois. Je visite aussi notre magnifique église gothique qui est Notre-Dame de l'Assomption. On a une autre chapelle qui est un lieu d'exposition, qui est la chapelle des Ursulines. Et voilà, donc c'est une belle balade autour de Quimperlé, pas que de l'abbatiale. Et je viens aussi au bord de l'Ailée présenter notre petit pont médiéval aussi et raconter certaines choses sur l'Ailée qui a pas mal de choses à raconter. Il y aura aussi un petit secret, c'est le clocher de l'église Notre-Dame. Donc là, ce sera le mercredi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté Quimperlé. Merci à vous aussi d'être venu jusqu'à Quimperlé. L'instant été, c'est terminé pour aujourd'hui et nous, on se retrouve très vite sur TBO et TB Sud.